Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracker. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Bourse du journal L'Écho. Cette semaine, il s'agit d'un Tracker Talk dédié à un thème très important pour nous, l'éducation financière. Nous profitons de la sortie du livre d'Alexandre Demain, Oser investir, pour discuter des outils qui existent pour investir en bourse, mais surtout pour comprendre comment les marchés financiers fonctionnent, alors que l'intérêt des plus jeunes pour la chose ne cesse de grandir. Pour en parler, nous avons réuni autour de la table Marc Lambrecht, journaliste à l'Écho et fin connaisseur des marchés. Nous accueillons aussi Alexandre Demain, auteur du livre Oser investir, qui vient de sortir aux éditions Racine. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Salim. Alors dans la deuxième partie de ce podcast, il sera question d'un autre livre paru il y a un mois, Bitcoin et crypto-monnaie, l'enjeu du siècle, avec un long extrait de l'interview que nous avons réalisée avec son auteur, Grégory Raymond, qui est fondateur du média spécialisé The Big Whale. L'occasion aussi de parler de vulgarisation financière, comme ici avec l'économiste en chef de la banque CBC, Bernard Keppen. On lui avait demandé lors de la première venue d'Alexandre dans notre émission ce qu'il pensait des livres qui vulgarisaient la finance, et vous allez l'entendre, il n'y va pas de main morte. Il existe de plus en plus des livres comme ça. J'ai encore rencontré quelqu'un qui avait exactement la même approche et la même philosophie par rapport à ça, en disant je vais vulgariser. Personne ne l'a jamais fait avant. Non, si, tout le monde l'a déjà fait. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se dire que ça n'a jamais été fait. C'est très bien de vouloir vulgariser, mais il faut encore qu'il y ait des lecteurs et encore qu'il y ait des gens qui ont envie de lire l'information. La plupart des gens ont le sentiment, s'ils s'intéressent au marché boursier et autres, ils ont quand même le sentiment qu'ils s'y connaissent. Et donc, c'est pas l'aspect vulgarisateur qui est important pour eux, c'est l'aspect d'avoir la bonne information. Le danger de ce genre d'approche, c'est de rester finalement trop généraliste et de ne pas intéresser un jeune public. Est-ce qu'un jeune public va s'intéresser à l'histoire ? Pour moi, la réponse, elle est non. Je pense que ce qu'il faut plus essayer de faire, c'est dire quelles sont les grandes tendances qu'il va y avoir, qu'est-ce qui va se développer. Alors ça, c'est plus compliqué, on est bien d'accord. Hein. Alors cette interview, on l'avait réalisée à l'occasion de ta première venue, Alexandre, dans l'émission Tracker, où tu nous expliquais ton projet de travailler sur le livre de ton grand-père et d'en faire ton mémoire de fin d'année. Entre-temps, c'est devenu un livre. Et avec le temps qui est passé, que penses-tu du point de vue de Bernard Keppen ? Je pense que j'ai pas vraiment changé d'avis sur son point de vue. Il a pas tout à fait tort. C'est vrai qu'il y a énormément de livres de vulgarisation financière qui sont déjà sortis, énormément de gens qui ont déjà essayé de faire cet exercice, d'apprendre la bourse aux débutants. En fait, moi, j'ai jamais réussi à trouver un livre qui m'intéressait vraiment. La plupart des livres de finance que j'ai lus, comme par exemple La bourse pour les nuls ou aussi The Intelligent Investor, qui est un livre un peu légendaire, soit en fait c'était trop long avec trop de détails, soit c'était un peu trop complexe. Et le seul livre que j'ai pris du plaisir à lire, c'était le livre de mon grand-père. La première fois que je l'ai lu, quand j'avais 16 ans, je m'intéressais pas du tout à la bourse, je connaissais rien du tout à l'économie. Et c'est vraiment ça qui m'a passionné. En fait, c'est le storytelling, c'est le fait qu'il y avait des petites illustrations, et c'est le fait qu'il rendait ce sujet qui a l'air un peu chiant et complexe à la base, assez accessible et même très sympa à lire. Et donc, je me suis dit que ça valait la peine de retenter le coup et de le mettre à jour, parce que je vois énormément de mes amis aussi, des gens de mon âge, qui ont entre 20 et 30 ans, qui sont un peu assaillis d'informations sur Internet, qui ne savent pas vraiment où donner de la tête. Et je pense que quand on s'intéresse à un sujet, c'est toujours une bonne chose aussi de se plonger à fond dans un livre, et je trouve ça toujours aussi assez agréable. Marc, sur la vulgarisation et la multiplication de livres vulgarisant la finance. Oui, je comprends ce que veut dire Bernard Keppen. Je le trouve un peu dur parce que je pense que l'éducation financière passe par la vulgarisation. Ça peut se faire par des formations, on peut découvrir des choses sur Internet, mais je crois toujours à la puissance du livre qui rassemble en un seul endroit toutes les notions de finance. Ici, en plus, il y a une histoire derrière le livre, puisqu'on se base sur un livre qui a été un best-seller à l'époque, dans les années 70-80, et que c'est le petit-fils qui le remet à jour. Donc, je trouve ça intéressant. Et l'auteur du livre initial, quand tu avais l'âge d'Alexandre, je ne vais pas trahir ton âge, Marc, rassure-toi, mais quand tu avais l'âge d'Alexandre, tu débarquais ici à la rédaction de l'Écho et
il travaillait ici même. Alors, c'était encore l'écho de la bourse, donc voilà. J'étais jeune journaliste et oui, je l'ai croisé. Il était directeur de la rédaction. C'était quelqu'un d'assez discret, mais j'avais beaucoup de respect pour lui parce que, je dois l'avouer, le livre du papier qui travaille était dans la bibliothèque de mes parents et que ça a participé à ma formation en tant qu'investisseur, voilà. Et donc, Marc n'est pas le premier à me dire que c'était un best-seller. À l'époque, il a été réédité plusieurs fois, Du papier qui travaille. Toi, tu es parti de ce livre pour écrire le tien, qui s'appelle Oser investir. En quoi les deux livres sont différents ? Comme Marc l'a dit, mon grand-père a écrit ce livre dans les années 70. C'était une suite d'articles qu'il avait écrits dans les pages du journal de l'Écho et qu'il a décidé de regrouper en un ouvrage. Et ça a tellement bien marché qu'il en a fait 11 éditions et qu'il l'a vendu à 80 000 exemplaires. Mais dans son livre, mon grand-père, il raconte qu'on échange du papier, littéralement. Qu'on va à la bourse ou qu'on appelle son agent de change. Pour acheter une action, tu reçois un papier que soit on met dans un coffre-fort, soit tu gardes chez toi. Il y avait énormément de choses qui existaient à l'époque qui n'existent plus. Par exemple, les différentes parties de la bourse, comme le parquet, la corbeille, etc., où les titres étaient traités très différemment. Aujourd'hui, rien de cela n'existe plus. Par contre, tous les fondamentaux qu'il abordait dans son livre, qui sont en fait les bases de l'investissement, c'est-à-dire pourquoi tu épargnes, qu'est-ce que tu dois chercher dans une épargne, pourquoi est-ce que tu cherches du rendement, qu'est-ce qu'il faut regarder dans un investissement, le fait qu'il y ait la sécurité de ton argent, que tu le gardes, la liquidité, le fait de pouvoir l'échanger, et aussi le rendement, le fait de pouvoir le faire fructifier. Tous ces principes-là étaient tellement bien abordés dans le livre que je me suis dit que ça servirait en fait à tout le monde. Par contre, une énorme partie du livre, même si c'était très chouette, n'est plus à jour du tout, n'existe plus, ça ne veut plus rien dire. Par contre, moi, ça m'a fasciné de voir dans le livre ce que c'était avant en fait la bourse. C'était beaucoup plus tangible. Moi, j'ai commencé à investir sur mon téléphone, j'ai fait un test dans ma banque, mais maintenant, avec les outils IA, etc., ChatGPT, ton test, tu le fais en 30 secondes, c'est plié. Tu n'as pas besoin de savoir ce que c'est une action pour commencer à l'acheter en 1 seconde. Et en fait, tu peux la revendre tout aussi facilement, te laisser prendre par tes émotions. Et bref, tout ça est devenu très différent. Et je pense que ça permet de mieux comprendre pourquoi ça existe et en fait, ce que c'est réellement et ce que cela implique d'acheter une part d'une entreprise. Alors Marc, tu as aussi constaté tous ces changements au fur et à mesure que ta carrière évoluait. Donc, en plus de la digitalisation, qu'est-ce que tu vois de plus marquant comme changement ? La simplicité pour investir est devenue, ça a complètement changé. Moi, à l'époque, pour acheter des actions, il fallait téléphoner à un courtier, lui expliquer. Et le courtier pouvait encore vous dissuader d'acheter l'action s'il pensait que c'était une mauvaise affaire. Alors qu'aujourd'hui, on est tout seul devant son écran, on clique et voilà, et c'est parti. Ce qui a peut-être changé aussi, c'est la rapidité de l'information aujourd'hui et la spéculation qui est associée à cette rapidité. Je crois que c'est aussi un gros changement. Clairement, à l'époque du papier qui travaille, on n'avait pas les yeux aussi braqués sur les marchés américains en ayant aussi la possibilité d'acheter tout de suite une action à Wall Street. Par exemple, les résultats de Nvidia, aujourd'hui, on les attendait depuis 5 jours et on était sur son smartphone auparavant pour s'informer. Il fallait attendre le journal du lendemain. On n'avait pas les sources d'information. Et pour la petite histoire, l'écho de la bourse donc était publié à un autre moment. Aujourd'hui, on le reçoit le matin. Donc la bourse fonctionnait en début d'après-midi et le journal, qui était le journal officiel des cotations, était distribué à Bruxelles vers 16h. C'était une autre époque. Une autre époque. Alexandre, dans ton livre, on voit aussi qu'il y a un changement dans le comportement de l'investisseur, sa manière de réagir, comme on vient de le dire. Est-ce que, à la lueur de tes recherches, tu as des conseils que tu peux donner en faisant un peu la synthèse des bonnes pratiques mises en avant par ton grand-père et de l'analyse que tu en as faite ? Ouais, mais comme tu dis, le comportement du petit personnage du livre a un peu changé. Donc, dans le livre de mon grand-père qui s'appelle Du papier qui travaille, on suit un personnage qui s'apparente un peu à lui, qui investit en bon père de famille et qui se bat dans tout le livre. Moi, dans mon livre, le personnage me ressemble plus, donc il est un peu plus jeune, mais il investit assez différemment. En fait, dans le livre de mon grand-père, il t'explique comment battre le marché.
En fait, il t'explique que tu peux battre le marché et que si tu as les bonnes stratégies, tu peux t'en sortir et devenir riche. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas forcément envie de mettre en avant parce que il faut énormément de réussite pour réussir à battre ce marché. Il y a tellement d'informations, il y a tellement de variables, il y a tellement de gens qui essayent de faire des algorithmes les plus poussés possibles pour voir toutes les petites anomalies, etc. dans le marché, que toi, en tant qu'investisseur particulier avec l'information que tu as, essayer de le battre, c'est assez compliqué, voire même impossible. En fait, ça relève un peu du hasard. Et donc, je préconise plus de se laisser porter par le marché qui, historiquement, a toujours été haussier sur un horizon de 20 ans. Si on croit, en fait, dans notre monde capitaliste, dans la croissance économique, etc., autant mettre un peu d'argent chaque mois pour profiter des hausses quand il y en a, profiter des baisses pour en racheter plus quand il y en a aussi, et en fait se laisser porter par cette courbe qui monte sur le long terme. Ça, Marc, tu es déjà venu plusieurs fois dans nos podcasts nous expliquer les bienfaits du long terme, commencer le plus tôt possible. Tout à fait. Et plus quand on c'est investit possible. jeune, mieux c'est. Je crois que c'est là le message. Même très petit, très jeune, on pourrait investir 20 € par mois, par exemple. Sur le long terme, la bourse est gagnante. Sur 10 ans, c'est un peu moins certain parce que si on tombe sur une mauvaise décennie comme la décennie 2000, où on a eu 2 crashs boursiers d'importance historique, c'est-à-dire le crack des valeurs Internet au début 2000-2001, et puis la crise financière 2007-2008, au bout de ces 10 ans, on avait un return négatif. Ça, il faut le savoir. Donc, il faut viser des périodes de 15 ans ou 20 ans, je pense. Et c'est aussi là l'utilité de mettre un peu tout le temps parce que oui, je crois que c'est une bonne manière de rachètes, etc. Et ce que j'explique aussi dans mon livre, moi je suis quelqu'un d'assez nuancé, j'aime pas trop qu'on me donne une stratégie que je devrais faire. J'aime bien en fait donner toutes les clés en main pour pouvoir après prendre ses propres décisions. Moi je parle aussi dans un chapitre du profil de risque. En fait, qu'est-ce qui vous correspond pour investir le mieux votre argent, pour que vous soyez le plus à l'aise avec l'argent que vous avez, l'argent que vous perdez, l'argent que vous gagnez. Et donc, il y a la plupart des gens, je pense, feront cette méthode de se laisser porter par le marché en mettant un peu chaque mois. T'en as d'autres qui aiment beaucoup plus le risque, qui disent voilà, moi j'ai pas grand-chose à perdre et donc qui vont essayer de battre le marché eux-mêmes. Ou d'autres qui sont extrêmement averses au risque et qui n'oseront même pas aller en fait dans les actions, qui iront plus dans des obligations, etc. Le but, en fait, est que ton argent ne dorme pas dans ton compte en banque et que tu arrives à l'investir de la manière qui te correspond le mieux aussi. Donc, pas de recette dans ton livre, mais toute une série d'ingrédients qu'il faut connaître. Et parmi tous ces ingrédients, Marc, s'il y en a quelques-uns... Moi, j'ai pointé investir la même somme chaque mois dans le cadre d'un programme, soit dans une banque, via des fonds, des ETF, ou bien soi-même investir chaque mois une somme dans des actions, dans un panier d'actions quand même un peu diversifié. Je crois que ça peut être rentable. Oui, on a eu plusieurs investisseurs particuliers qui sont venus nous expliquer que ça lissait sur une longue période leur prix d'entrée sur un actif. On appelle ça le dollar cost average, le DCA. Dans ton livre, Alexandre, il y a un terme qui n'existait pas à l'époque de ton grand-père, c'est la gamification. Même un chapitre sur la gamification. Cette tendance, en fait, à prendre les marchés pour un jeu, pour un casino. Et tu nous disais dans ton premier passage dans Tracker, où tu étais venu comme simple invité, que tu n'étais pas toujours très sage en bourse, mais qu'entre-temps, tu t'es assagi. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, en plus de la rédaction d'un livre ? Ouais, c'est vrai. J'ai écrit ce livre. Donc, il y a 2 ans, j'étais venu tourner ce podcast avec toi, Salim. J'étais étudiant en finance. J'avais énormément de temps libre. Et donc, je m'intéressais à fond au marché financier. J'étais dans un club d'investissement aussi. Pour mes cours, pour mon club, pour moi-même. Je faisais énormément d'analyse d'actions, d'analyse de marché. J'essayais de voir les tendances. J'étais à fond dedans et j'essayais en fait totalement de battre le marché. Je jouais avec des produits dérivés, avec des turbos. J'avais toujours une stratégie plus ou moins raisonnée. Je mettais pas tout mon argent dans des actifs super risqués. Quand même, au moins la moitié de mon argent était dans des fonds. Mais avec le reste, je jouais vraiment beaucoup. Ce qui parfois m'a fait gagner énormément d'argent et parfois m'en a fait perdre beaucoup. J'avais raconté dans le premier podcast que
J'avais investi dans une bibliothèque qui a fait faillite. Donc là, ton argent, tu le reverras plus jamais de ta vie. Et depuis lors, en fait, j'ai continué ces stratégies de pas mal de stock picking en ayant beaucoup moins le temps de m'y intéresser. Parce que j'ai commencé à avoir un travail, j'ai commencé à faire la rédaction de ce livre, j'avais énormément de choses et donc j'étais moins le nez dans les marchés tous les jours, tout le temps. Et j'avais certains actifs que j'avais achetés qui étaient très risqués, trop risqués. Et quand le cours de bourse s'effondrait, je n'avais pas les clés en main pour pouvoir me dire tiens, est-ce que c'est normal que ça s'effondre? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que ça correspond à ma stratégie d'investissement? Et je me suis rendu compte comme ça que j'ai fait 2 ou 3 très mauvaises opérations sans savoir vraiment pourquoi, sans avoir vu la chose venir, sans avoir pu vendre alors que j'aurais voulu, etc. Et je ne savais plus trop quoi faire non plus des actions que j'avais pour certaines valeurs. Et donc, je me suis vraiment rendu compte, OK, j'avais en fait une bonne stratégie il y a 1 an. Ça fait 1 an que j'ai commencé à bosser, que j'ai trop de projets sur le côté et que je m'investis plus assez pour avoir ces stratégies si risquées. Et j'ai commencé à envoyer tout mon argent des actions individuelles que j'avais vers des fonds. Maintenant, la plupart de mon argent est dans des fonds, même si ça, voilà. Je crois que c'est le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire des erreurs, ça c'est clair, mais de tester aussi. Moi, je me souviens, un de mes premiers investissements, c'était des options sur le BEL 20, des options call sur le BEL 20. À l'époque, il y avait un marché qui s'appelait Belfox à Bruxelles. Et je pense qu'en achetant ces options, j'étais dans une agence bancaire, j'ai dû expliquer à l'agent bancaire comment ça fonctionnait. Voilà, donc c'est moi qui formais le banquier dans l'autre sens. Mais c'est comme ça qu'on apprend en fait, c'est en achetant des petits montants, en testant les produits, voir comment ça fonctionne. C'est comme ça qu'on réussit. Et un très bon moyen d'apprendre la bourse, c'est de participer à des concours boursiers, comme le rallye boursier de l'Echo et du Tate. Je crois que c'est un bon moyen de voir comment fonctionne la bourse. Et là, il n'y a aucun risque puisque c'est de l'argent fictif. On passe maintenant à la deuxième partie de ce podcast. On disait tout à l'heure que apprendre en faisant des erreurs, c'était aussi une bonne manière de se lancer. On voit aussi, en lisant plusieurs enquêtes de courtiers, notamment ceux disponibles uniquement en ligne, que les crypto-monnaies sont souvent la première porte d'entrée vers le monde de la finance pour la toute nouvelle génération d'investisseurs, d'investisseuses. Ces derniers mois, ce mouvement s'est amplifié avec la création de produits boursiers plus conventionnels, adossés à certaines crypto-monnaies, comme des ETF adossés au Bitcoin ou à l'Ethereum. Et ça s'est aussi amplifié avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. La semaine dernière, nous avons eu l'occasion d'en parler avec le journaliste Grégory Raymond, qui est fondateur du média spécialisé The Big Whale. Bonjour Grégory. Bonjour, merci de me recevoir. On va parler de ton livre qui est sorti il y a quelques semaines, Bitcoin Crypto, l'enjeu du siècle. Alors, première question assez simple, pourquoi est-ce que tu dis que c'est l'enjeu du siècle ? L'enjeu du siècle en fait parce que ça touche à l'enjeu de la monnaie et c'est quelque chose en fait qui n'est pas vraiment abordé dans le débat public, je trouve, alors que c'est l'une des choses les plus importantes, la façon dont est gérée la monnaie. On a beaucoup parlé d'inflation en Europe et dans le monde, hein. Ces dernières années, notamment à la suite de tout ce qui s'est passé après la crise Covid. Et en fait, la monnaie est au cœur de tout ça. Et bizarrement, personne n'en parle et je trouve que Bitcoin, en fait, permet de s'intéresser au sujet et en tout cas comprendre que nos monnaies qu'on utilise tous les jours, en Europe, elles sont plutôt solides, en tout cas à court terme. Mais quand on regarde ce qui se passe dans le monde, c'est pas vraiment le cas partout. Tu tentes de casser aussi la mauvaise réputation qu'on colle souvent à ce type d'actifs. Selon toi, quels sont les clichés les plus tenaces qui collent encore à la peau du Bitcoin et des autres crypto-monnaies ? Alors les clichés, je dirais que on peut en citer 3. Il y a d'abord l'empreinte énergétique. Le deuxième, je dirais que c'est la criminalité. On associe beaucoup Bitcoin à la monnaie du crime en ligne. Le dernier gros cliché, je dirais que c'est par rapport ce qu'on appelle le phénomène des crypto-bros. C'est le fait qu'il y a énormément de
de gens qui appartiennent à la mouvance libertarienne, qui seraient en train de s'accaparer totalement le Bitcoin, le crypto. En fait, effectivement, il y a beaucoup de gens comme ça sur Internet, on les entend beaucoup sur Twitter, mais par contre, ce n'est pas représentatif de l'ensemble de la communauté. En fait, il y a une majorité silencieuse, dont je peux faire partie aussi, quoi, qui en fait s'intéresse au sujet, pas forcément pour des raisons politiques, mais pour des raisons technologiques et curiosité en fait intellectuelle. Il faut éviter de trop politiser le sujet. Une des grandes critiques du monde de la finance classique par rapport à ce type d'actifs, c'est la difficulté pour eux à mesurer ce qu'il est, en fait, à calculer sa vraie valeur. En fait, c'est très difficile de calculer sa vraie valeur parce qu'en fait, Bitcoin ne ressemble à aucune autre chose connue. C'est un protocole informatique, c'est une monnaie. Et ça peut être aussi perçu comme une action d'une technologique. Donc en fait, c'est très très difficile à modéliser. Ça n'existait pas avant. Donc la valeur qu'on peut lui donner, c'est laquelle? Est-ce que c'est le coût de l'énergie nécessaire à un instant T pour produire un Bitcoin? Ça pourrait très bien être ça. Est-ce que c'est par rapport à la faiblesse des monnaies à côté, donc ça donne une prime au Bitcoin? Oui, c'est possible. En tout cas, il y a plein de façons de modéliser son prix. Mais on rappellera une chose, Bitcoin ne peut pas être régulé parce que c'est un protocole, il n'y a pas d'entreprise derrière. Donc en fait, c'est l'offre et la demande qui permet juste de fixer son prix tout simplement. C'est comme un peu une matière première. Moi, je trouve que ça a beaucoup de similitudes avec l'or, par exemple, parce qu'il y a une quantité limite en circulation et en fait, personne ne contrôle tout l'or sur Terre, personne ne contrôle tous les bitcoins. Donc voilà, je trouve que ça se rapproche plutôt de ça. Alors Alexandre, première question, est-ce que dans ton livre, la crypto-monnaie est abordée quelque part? Oui, il est abordé dans le dernier chapitre du livre qui parle de plein d'autres formes d'investissement que les titres et l'immobilier qu'on a vu plus tôt dans le livre, un peu plus dans les investissements exotiques. C'est vrai que là, si on prend une échelle, qu'est-ce qui est risqué de ce qui l'est moins, les crypto-monnaies sont plutôt dans le spectre très risqué. Ouais, et aussi... en tout cas, c'est comme ça que moi, je le perçois. J'investis personnellement une petite partie de mon argent en crypto, de la même manière qu'on a discuté avant, c'est-à-dire de DCA. En fait, dans mon livre, j'essaye d'expliquer vraiment les fondamentaux de la bourse, pourquoi ça existe, qu'est-ce que ça sous-entend, quel est le sous-jacent, etc. Acheter une part d'une entreprise, si ça marche, elle a des bénéfices, qu'elle les distribue à ses actionnaires. C'est très tangible et c'est très logique. Enfin, c'est la façon dont le monde capitaliste fonctionne. Les cryptos, c'est très différent. Il en a parlé aussi dans l'extrait de Grégory. C'est vraiment l'offre et la demande. Il n'y a aucun sous-jacent en dessous du Bitcoin. Il n'y a pas d'entreprise. Alors, je pense que la technologie de la blockchain est sûrement révolutionnaire, mais est-ce que les avantages que ça apporte ne sont pas trop petits par rapport à tout ce qu'on en fait? Et pour autant, je trouverais ça dommage de ne pas en profiter. Et donc, de manière extrêmement opportuniste, je mets une toute petite partie de mon argent chaque mois dans les cryptos. Mais par contre, là, je ne suis pas du tout mon conseil d'avant. Oui, c'est ça. C'est que je me fais énormément prendre par mes émotions parce que je ne suis pas du tout fan des crypto-monnaies, en fait. Et donc, j'ai l'impression que c'est le Alexandre Passage qui... Ça m'arrive assez vite de vendre, quoi. Moi, je dirais plutôt des crypto-actifs. Ce ne sont pas des monnaies. Une monnaie n'est pas aussi volatile que le Bitcoin. Donc, ce sont des crypto-actifs, des objets, des produits spéculatifs qu'il faut prendre comme tels. Donc, si on veut investir dans des crypto-actifs, je pense qu'il faut limiter son portefeuille et limiter la part du portefeuille à 5%, par exemple, pas plus. Ne surtout pas tout investir en crypto. Je suis d'accord. Et c'est aussi quelque chose que, Salim, tu l'as mentionné avant, mais la plupart de mes amis qui ont commencé à investir, même avant que j'écrive ce livre, c'était vraiment en crypto. Et tu as mentionné la gamification que j'aborde dans le livre. C'est aussi une des raisons qui m'a fait écrire ce livre. C'est tous mes potes qui étaient sur des applications comme Robinhood ou d'autres aux États-Unis ou même en Europe. Et en fait, chaque fois que tu achetais quelque chose, il y a des confettis qui partent partout. Et en fait,
en 2021, tout montait, donc n'importe quelle crypto que tu achetais, tu gagnais plein d'argent directement. Et en fait, ils se sont dit que, OK, c'est bon, je sais investir, je comprends très bien ce qui se passe parce que la courbe, là, elle est vraiment dans une bonne direction. Et il y en a beaucoup qui ont perdu, du coup, tout l'argent qu'ils avaient mis dedans quand ça s'est crashé. Et ils ont paniqué, ils ont tous vendu. Et en fait, j'ai énormément de potes qui ont perdu vraiment beaucoup d'argent. Donc, je me disais, en fait, il y a un problème dans l'éducation financière. Ils voient trop de choses aussi sur Internet, sur le fait que ça monte tout le temps, que c'est bon, des formations en crypto, des influenceurs, etc. Et voilà, j'avais à cœur aussi de remettre les fondamentaux de l'investissement. En fait, c'est quoi normalement épargner et investir son argent dans ce livre. Et les cryptos, je pense, sont assez dangereuses et qu'il faut, comme dit Marc, garder qu'une toute petite portion de son portefeuille dedans si jamais on veut profiter de ce marché-là. Alors, pour la dernière partie de cette émission, la question au tracker de l'écho, on reste dans le thème des crypto-monnaies et je vous propose, Marc et Alexandre, comme le veut la tradition dans notre podcast, de répondre à la question de Rémi. Rémi, le capitaine du Satoboat, ce voilier que nous avons visité l'an dernier et qui navigue de port en port pour partager ses connaissances sur les crypto-monnaies. On écoute la question de Rémi. Je voudrais demander aux trackers de l'écho qu'est-ce qui les empêche d'octroyer un petit peu plus de temps pour réellement comprendre Bitcoin par eux-mêmes, parce que de toute façon tout se trouve en open source sur Internet, donc qu'est-ce qui les empêche d'y consacrer quelques minutes par jour pour devenir autonome sur le sujet. Alors Alexandre, qu'est-ce qui m'en empêche rien, c'est-à-dire moi j'ai essayé de m'y intéresser vraiment beaucoup. J'ai regardé pas mal de vidéos, lu énormément d'articles. J'ai encore écouté un podcast la semaine dernière dessus. Le problème, c'est pas de s'y intéresser pour moi, c'est plus d'y croire. Après, utiliser des mots comme open source, je trouve que ça rend pas du tout le sujet accessible. Parfois, c'est vu trop comme un truc de geek aussi, le Bitcoin. Mais donc voilà. J'avais une autre question. Pourquoi est-ce que certains disent le Bitcoin ? Moi, je dis le Bitcoin et d'autres disent Bitcoin tout court. Alors moi j'ai eu... Ça c'est ma question au tracker. Pendant tout un temps, je croyais que ceux qui le disaient sans le faisaient partie d'une secte. Et au final, en fait, j'ai une petite explication, c'est que c'est des gens qui consomment énormément d'informations en anglais. Et en anglais, en fait, la particule le n'existe pas et en le traduisant, le disent comme ça. Et merci, Salim. Je ne sais pas si c'est le moment de poser une question au tracker, du coup. C'est le moment question. Donc, si vous avez des questions... Une question que je me pose depuis longtemps, peut-être à Grégory ou à Rémi ou à d'autres personnes qui sont dans ce thème des crypto-monnaies. C'est en fait, j'aimerais bien que quelqu'un me montre un exemple d'une crypto qui est utilisée à l'échelle dans le monde réel et qui change quelque chose technologiquement. On note ta question et on se chargera peut-être de faire le lien parce que ta question est très pertinente. Moi, il me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation à ce podcast. Merci Marc, merci Alexandre. Alexandre demain qui publie le livre Oser investir aux éditions Racine. Mon petit doigt me dit que tu es au programme de la foire du livre avec un autre invité des podcasts trackers, Yoran, qui est aussi venu présenter son livre sur les ETF. Donc si la lecture et la finance vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour à la foire du livre. Merci à Julie Garrigue pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tracker.